Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'invention de la littérature québécoise avec l'historien Claude Lacharité. On vous présente un reportage sur le patrimoine artistique de l'Église Saint-Ange de l'archidiocèse de Montréal et on parle de l'œuvre cinématographique de l'abbé Maurice Proulx avec Marc-André Robert. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de littérature québécoise et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Claude Lacharité. Bonjour. Bonjour. Claude Lacharité, vous êtes professeur de littérature à l'Université du Québec à Rimouski, où vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé et auteur de nombreux ouvrages, dont celui sur lequel j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, L'invention de la littérature québécoise au 19e siècle, publié aux éditions du Septentrion. Alors, Claude Lacharité, j'aimerais justement peut-être commencer en définissant ce qu'est la littérature québécoise. Évidemment, il s'agit d'une littérature majoritairement en français. Alors, comment la distingue-t-on de la littérature française et quel est le moment de l'apparition de cette invention de la littérature québécoise? Vous posez là, en fait, une excellente question. Hein? Pourquoi ce livre-là s'intitule-t-il « L'invention de la littérature québécoise » Mais parce que, justement, c'est une invention qui a lieu au cours du 19e siècle, ce qui ne veut pas dire qu'avant le 19e siècle, personne n'ait jamais écrit d'œuvres littéraires sur les territoires québécois. On sait bien, par exemple, qu'il y a eu, par exemple, entre autres textes bien connus, les relations de voyage de Jacques Cartier ou de Samuel de Champlain, les relations des Jésuites ou de très belles correspondances comme celle de Mère Marie de l'Incarnation ou d'Élisabeth Bégon. Simplement, ces auteurs n'ont pas du tout conscience d'appartenir à une littérature nationale différente. Hein. Ils œuvrent à une littérature qui est la littérature française. D'ailleurs, leurs œuvres sont publiées en France et sont généralement destinées à des lecteurs, des lectrices de France. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est que va apparaître une nouvelle identité nationale, canadienne-française, canadienne ou comme on dirait aujourd'hui, québécoise. Et à cette nouvelle identité nationale va correspondre une nouvelle littérature qui est je dirais, conçue comme une littérature nationale canadienne. Un auteur comme Philippe Aubert de Gaspé-Fils, l'auteur de L'influence d'un livre, le premier roman québécois qui paraît en 1837, le dit très clairement en préface à son œuvre. Il est l'auteur du premier roman canadien, ce qui ne veut donc pas dire qu'il n'y a jamais eu de littérature avant, mais c'est la première fois qu'un auteur a conscience de contribuer à une nouvelle littérature nationale et en plus à une nouvelle littérature qui esthétiquement est complètement en rupture avec ce qui a précédé, c'est-à-dire une littérature qui se veut très franchement romantique par rapport aux œuvres qui ont précédé immédiatement, qui appartenaient davantage à l'esthétique classique. Et dans votre livre, vous nous présentez les différentes étapes de cette invention, les différentes personnalités et œuvres qui la constituent. Pouvez-vous justement nous présenter qui sont ces personnalités, ces auteurs qui ont procédé à l'invention de la littérature québécoise? Oui, en fait, pour les besoins du livre, j'ai retenu 8 écrivains ou écrivaines qui me semblaient intéressants, particulièrement emblématiques de cette époque de l'invention de la littérature québécoise. Et j'ai essayé de les regrouper. Dans la première section, en fait, je me suis intéressé à 2 des premiers romans de la littérature québécoise, L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils, dont je parlais il y a un instant, mais également La terre paternelle, qui est le premier roman du terroir publié au Québec par Patrice Lacombe en 1846 et qui va avoir une très, très longue descendance, au moins jusqu'en 1945, avec le survenant de Germaine Guévremont. Dans une deuxième section, je me suis intéressé en fait à l'un des premiers réseaux de la littérature québécoise, une des premières écoles littéraires, l'École patriotique de Québec, qui regroupe en son sein une bonne dizaine d'écrivains, mais j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à Joseph-Charles Taché, qui est le premier à définir le conte et la légende, 2 genres littéraires qui vont avoir
avoir une importance décisive dans la suite du siècle. Je me suis également intéressé à l'abbé Casgrain, qui est le premier critique de notre littérature. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un instant. Et puis, je me suis également intéressé à Philippe Aubert de Gaspé-Père, qui est l'auteur du plus grand best-seller de l'époque, le roman historique Les Anciens Canadiens, publié en 1863 et qui est donc le père de notre premier romancier, comme son nom l'indique, mais qui a publié presque 30 ans après son fils. Dans une troisième section, je me suis intéressé aux premières reconnaissances internationales, aux premiers écrivains qui ont obtenu des prix littéraires de l'étranger. C'est le cas de Louis Fréchette, qui obtient en 1880 le prix Monthyon de l'Académie française pour son recueil de poésie Les Fleurs boréales. Et je me suis également intéressé à la première femme qui a gagné sa vie grâce à sa plume, Laure Conant, et qui va elle aussi obtenir exactement le même prix, mais en 1903. Il s'agit de Laure Conant avec son roman L'Oublié. Et puis finalement, dans une quatrième et dernière section, je me suis intéressé à un écrivain qui est pratiquement incontournable, Émile Nelligan, qui marque un peu l'achèvement, le point d'aboutissement de cette invention de la littérature québécoise au 19e siècle, dans la mesure où c'est le premier à incarner une certaine modernité littéraire. Donc, on voit vraiment qu'il s'agit d'une succession et de contributions et d'ajouts qui vont créer cet embryon qui est encore à l'époque, au 19e siècle, cette littérature québécoise. J'aimerais qu'on s'attarde, si vous le voulez bien, à un de ces personnages, puisque dans ce 19e siècle, l'Église joue encore un rôle très important à la fois au niveau de l'identité nationale, mais de l'identité religieuse et culturelle du peuple canadien-français de l'époque. Cet abbé Raymond Casgrain, dont vous nous avez parlé brièvement. Qui est-il et quelle fut son influence dans cette invention de la littérature québécoise? Alors, Henri-Raymond Casgrain est né à Rivière-Ouelle en 1831 et c'est véritablement le premier critique de la littérature québécoise. Alors, il n'a pas été seulement critique, en fait, il a eu plusieurs vies. Il a été donc dans un premier temps curé, rattaché à la paroisse de Beauport et ensuite de Notre-Dame de Québec. Mais très rapidement, pour des raisons de santé, il va quitter le ministère pour se consacrer davantage au travail intellectuel. Il va devenir professeur de littérature à l'Université Laval d'abord et ensuite professeur d'histoire. Ça va être l'un des membres fondateurs de la Société royale du Canada, qui est un petit peu notre académie française ici au Québec et au Canada. C'est dire donc l'importance qu'il joue dans le contexte du 19e siècle, à la fois comme créateur et comme intellectuel, comme écrivain et comme penseur. Mais je dirais que sa contribution à la littérature de l'époque la plus importante, même s'il a écrit des œuvres de fiction comme des légendes, il a d'ailleurs publié un recueil de légendes canadiennes en 1861, c'est précisément son rôle de critique. Il va jouer un très grand rôle dans la promotion de la littérature québécoise de l'époque. Il va créer, entre autres, une collection de petits classiques québécois qui vont être offerts sous forme de prix dans les écoles du Québec de l'époque, grâce à une collaboration avec le département de l'instruction publique de l'époque, ce qui serait l'équivalent de notre ministère de l'Éducation aujourd'hui. C'est celui, par exemple, qui va éditer pour la première fois les œuvres complètes d'Octave Crémazie, qui est peut-être notre premier grand poète national. Il est également l'éditeur de L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé-Fils. Alors, le roman apparaît pour la première fois en 1837, mais en 1864, l'abbé Casgrain va décider de le republier pour en faire un véritable classique au sens strict du terme, c'est-à-dire une œuvre destinée à être enseignée en classe. Et il va, entre autres, donner au roman un nouveau titre, Le chercheur de trésors. Et ce qui montre bien l'influence que l'abbé Casgrain a eue comme éditeur, c'est qu'encore aujourd'hui, très souvent, on désigne le roman de Philippe Aubert de Gaspé-Fils sous le titre qui a été choisi par l'abbé Casgrain, donc sous le titre de Chercheur de trésors. C'est également quelqu'un qui va beaucoup voyager, à une époque où les voyages en Europe sont coûteux, très longs et compliqués. Il va voyager 16 fois en Europe, à chaque fois donc en prenant un bateau. Et donc, évidemment, ces voyages transatlantiques sont extrêmement coûteux. C'est probablement, je dirais, l'écrivain ou la figure intellectuelle du Québec du 19e siècle qui a le plus voyagé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle l'abbé transatlantique dans mon petit livre. Mais peut-être enfin et surtout, il est considéré comme le père
père de l'Église littéraire. Hein. C'est une formule qu'on trouve sous la plume de Joseph Marmette dans une silhouette littéraire qui lui consacre dans le journal L'Opinion publique. Et je trouve que la formule est très belle parce que ça rappelle bien sûr le fait que l'abbé Casgrain était un ecclésiastique, mais également le rôle très important qu'a joué la littérature dans sa vie. Je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que ça a été davantage un homme de lettres qu'un homme d'église, même si, bien sûr, il a été donc ecclésiastique là, jusqu'à la fin de ses jours. Un renouveau par l'entremise d'un ressourcement. C'est ce que nous retenons de vos réflexions qui, justement, portent sur ce plus récent ouvrage que vous signez, Claude Lacharité, L'invention de la littérature québécoise au 19e siècle, publié aux éditions du Septentrion dans cette magnifique collection. Aujourd'hui, l'histoire liée à ce balado très populaire que j'invite nos téléspectateurs à aller écouter sur leur plateforme de balado préférée. Claude Lacharité, je rappelle que vous êtes professeur de littérature à l'Université du Québec à Rimouski, où vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine imprimé. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je suis Pierre Léger, curé de la paroisse des Saints-Anges de la Chine. Alors, l'histoire de la présence catholique à la Chine ne peut pas se comprendre sans l'existence de la ville même de la Chine. Pour aller au plus bref, la Chine doit son existence au commerce de la fourrure. La paroisse se situe au tout début de l'histoire de Ville-Marie, fondée par Monseigneur François de Montmorency-Laval, premier évêque de Québec, qui avait une grande dévotion aux Saints-Anges. La paroisse est érigée en 1676, Montréal 1654-48, alors vous voyez qu'on est au tout début. Et l'église dans laquelle nous sommes présentement, c'est la 4e de l'histoire de la paroisse. Les 2 premières, très modestes, en bois. Donc, notre église actuelle, c'est la 4e. La pierre angulaire a été placée en 1919 et l'église ouverte au culte la veille de Noël, en décembre 1920. C'est une église qui est très vaste, en pierre, couverture dans le temps en métal. Aujourd'hui, tout a été remplacé par du cuivre, qui est très vaste, qui peut accueillir 1100 personnes avec le jubé. Et une chose qui était intéressante, le plancher est en pente, ce qu'on trouve rarement dans les églises. Alors, ça devait faciliter la vision de ce qui se passait en avant. Rappelez-vous, les liturgies d'avant Vatican II. Alors, ce qui caractérise l'église, en plus de sa grandeur, elle est faite en béton armé. C'est l'une des premières églises à Montréal en béton armé. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, il y avait des incendies dans les églises et les constructeurs ont eu le génie d'utiliser le béton armé. Alors, notre église, c'est de style néo-roman et les 2 architectes sont très connus, Dalbévio et Alphonse Venn. Et la décoration, nous la devons à Ozias le Duc. Et on dit même qu'un grand peintre québécois aurait aidé Ozias le Duc dans ses travaux. C'est le peintre Bordua. Il faut constater que le centre de la décoration d'Ozias le Duc, c'est l'agneau mystique de l'Apocalypse étendu sur le livre aux 7 sceaux. Alors, toutes les décorations de l'Église et les centaines d'anges qu'il y a les archanges, les anges, sont tous tournés vers l'agneau mystique. Les statues représentent, entre autres, Saint-Pierre, Saint-Paul et d'autres saints qui étaient populaires. Jeanne d'Arc, le fondateur des Frères des écoles chrétiennes. Alors, c'est une panoplie qui est un petit peu comme le portrait des dévotions qu'il y avait au temps de la construction de l'Église.
Alors, si vous regardez le chœur, la chaire, le retable, l'autel et tout ça, ce n'est pas d'origine. À la suite du Concile Vatican II, le curé de l'époque a fait un nettoyage de ce qu'il y avait dans le chœur. Alors, ce que nous voyons, c'est très récent. C'est un héritage qui nous vient d'une autre église de Montréal qui a été fermée au culte, et c'est l'église Saint-Jean de la Croix. Le retable que nous avons présentement, il se marie très bien avec le chœur et la chaire aussi, et ce qu'on appelle, nous, la Sainte Table, qui sépare le chœur de la nef. L'ange est celui du début, donc l'ange est centenaire, il n'a pas été touché. La chaire, c'est un petit chef-d'œuvre de sculpture. À l'origine, la chaire, elle était à la place de la statue de Saint-Joseph. Ils l'ont enlevée de là pour la démolir, je suppose, en comprenant mal les demandes du Concile Vatican II. Et là, quand ils l'ont reposée, celle de Saint-Jean de la Croix, ils l'ont remise en avant. Et je la trouve mieux comme cela. Et on l'utilise. À certains moments, là, je vous donnais, par exemple, dans la nuit de Noël, l'Évangile, pour le chant de l'Exultet, lors de la veillée pascale, le grand chant au cierge pascal. Alors moi, je me fais un plaisir de monter en chair. Vous avez 3 ou 4 écoles pour nos vitraux. Alors, j'ai parlé de Daprato, de Pellus, de Ninkeri et Poggi. On a un seul vitrail de Ninkeri, qui est le vitrail de l'Annonciation. Vous pourrez le remarquer, celui-là, il a été entièrement restauré. Maintenant, ce n'est pas le seul qu'on a restauré. Grâce au patrimoine, on a pu restaurer tous les vitraux qui sont dans l'abside, donc derrière le retable. Tout ça, c'est été restauré. Les 2 grands vitraux du transept, restaurés, et le vitrail qui est en haut de l'orgue, qu'on voit de l'extérieur de l'église. Pour le rayonnement de l'Église catholique chez nous, la fameuse synodalité, d'arriver à faire de nos paroisses une réalité dont chacun se sent responsable, acteur, participant. Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'est évident qu'en 1959, il y a un malheur qui est arrivé. On a demandé à un peintre de restaurer l'Église. Et l'histoire nous montre qu'il n'a pas tout à fait respecté le contrat que la fabrique lui avait donné. Et il n'a pas seulement restauré, il a retouché les œuvres d'Ozias le Duc. Alors, ça a un petit peu débalancé le style qu'Ozias le Duc avait donné à la décoration. Alors, ce n'est donc pas, malheureusement, du pur Ozias le Duc, mais l'intérieur, lui, dans son harmonie, n'a pas été changé. Et c'est évident qu'on a mal compris à un moment donné les demandes de réforme du Concile Vatican II, sûrement par manque de formation. Et moi, je m'inclus peut-être là-dedans. On n'était pas formé à préserver la richesse du patrimoine. Il est important de préserver le patrimoine religieux parce que le patrimoine, c'est de l'histoire et c'est nos racines. C'est pas seulement quelque chose du passé. C'est quelque chose aussi qui nous permet de comprendre le présent. Je pense qu'une partie du patrimoine, la meilleure façon de le préserver, c'est de l'utiliser. Je vous disais, entre autres, que pour notre chaire, là, qui est magnifique, elle n'est pas uniquement une décoration. Parce que toute une génération de pratiquants qui n'ont jamais vu un prêtre dans une chaire. Jamais. Alors pour eux autres, ça se prend, ça questionne, et c'est une occasion de formation. Puis, donc, le patrimoine, c'est de l'histoire, ce sont nos racines et en même temps, c'est un projet pour le futur. Et dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler d'une figure importante de notre histoire. Et pour en discuter, nous avons avec nous, par visioconférence, Marc-André Robert. Bonjour. Bonjour.
Marc-André Robert, vous êtes historien, professeur en documentation au Collège de Maisonneuve, ici même à Montréal, et auteur notamment de cet ouvrage sur lequel nous allons discuter ensemble avec vous aujourd'hui. Dans la caméra de l'abbé Proulx, la Société agricole et rurale de Duplessis, publié aux éditions du Septentrion. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter brièvement la vie et l'œuvre de l'abbé Proulx? Bien, certainement. En fait, l'abbé Proulx, c'est un personnage en fait qui est très méconnu de notre histoire, sauf pour quelques initiés, je dirais, mais c'est un personnage qui a une importance capitale dans la culture québécoise, dans l'ethnographie québécoise, parce que c'est le premier homme à avoir réalisé des longs métrages documentaires au Québec. On remonte dans les années 30, donc avant même que les films étaient sonorisés, qu'ils étaient colorisés même. Donc, c'est un prêtre, c'est un homme d'Église qui a eu une curiosité profonde et viscérale pour les petites boîtes noires qui filmaient des images lors de ses études. Et il aura légué au Québec un patrimoine ethnographique majeur et très, très, très important. Et il va notamment se faire remarquer par le gouvernement du Québec et son chef, Maurice Duplessis, son chef de l'époque. Parlez-nous un peu de cette relation et comment les films et la cinématographie de l'abbé Maurice Proulx va-t-elle être au service des politiques gouvernementales de cette époque? En fait, il faut savoir que Maurice Proulx, ça c'est mon hypothèse en fait, mais oui, il était un homme d'Église, mais il était très intéressé il était beaucoup plus intéressé par le cinéma qu'il était par ses obligations, disons, ecclésiastiques, on pourrait le dire comme ça. Donc, à chaque fois qu'il avait l'occasion, en fait, de pouvoir faire des films, bien, il sautait toujours sur l'occasion. Il était très, très, très intrigué et intéressé par ça. Et donc, il sautait sur plein de projets à la fois. Il faut savoir que l'amitié qu'il a nouée avec Adélard Godbout, lorsqu'il faisait ses études en agriculture, bien, l'a prédisposé à être très près, en fait, du gouvernement du Québec. Donc, Adélard Godbout qui devient premier ministre en 1936, puis ensuite de 1939 à 1944. Donc, déjà là, pendant la période de 1939-44, il va commencer à réaliser quelques petits courts-métrages d'information gouvernementale qui vont être surtout des films agricoles, donc ils vont porter sur soit des outillages, soit des méthodes de culture ancestrale ou encore ça peut être des animaux comme tels. Donc, il va faire un film, par exemple, sur le percheron, donc de chevaux qui était utilisé donc, par les agriculteurs de l'époque, donc des très, très gros chevaux, très massifs, très importants. Puis il y a eu beaucoup de cultures en fait, de percherons là, à l'époque au Québec. Donc, il va réaliser ces films-là qui deviennent éventuellement plus tard, bon, là, pas à l'époque, mais plus tard, des films ethnographiques importants. Il a par ailleurs filmé le fauchage en fait, des champs avec une faux, donc ce qu'on faisait à l'époque avant l'outillage mécanisé. Donc, ce sont des images en fait, qui nous montrent comment les agriculteurs travaillaient à l'époque. Donc, ça, c'est très, très riche, donc d'un point de vue culturel et patrimonial. Puis c'est vraiment cette période-là qui va commencer à disons, cimenter sa réputation dans les milieux cinématographiques qui étaient très, très petits, très naissants, mais surtout auprès du gouvernement. Et donc, éventuellement, ce sera Adélard Godbout qui va présenter Maurice Proulx à Maurice Duplessis. Donc, on sait qu'ils ont été des adversaires coriaces politiques, mais derrière, disons, les joutes politiques, c'était des hommes qui pouvaient bien s'entendre quand même. Et Adélard Godbout, sachant que Maurice Proulx souhaitait poursuivre sa carrière de cinéaste, il l'a présenté. Donc, il a disons, fait la passation des connaissances avec Duplessis, qui a tout de suite été intrigué par les films et la cinématographie de Maurice Proulx parce que concours de circonstances, on pourrait le dire comme ça cadrait très, très bien avec le programme politique de l'Union nationale de l'époque. L'Union nationale avait son programme politique qui valorisait beaucoup les régions, l'agriculture, valorisait aussi le réseau routier, les hôpitaux. Donc, il y avait plusieurs thématiques comme ça qui cadraient bien avec l'œuvre de Maurice Proulx. Et Maurice Proulx va comme ça travailler après donc, une fois que Duplessis a repris le pouvoir en 1944 jusqu'en 1959, va travailler pour le service de cinéphotographie de la province de Québec, qui était
disons, le petit organisme, un très petit organisme au sein du conseil qui était attaché au conseil exécutif du gouvernement. Et donc, il va travailler de pair avec le cabinet du premier ministre Duplessis pour réaliser comme ça différents films. Les films qu'il va réaliser aussi, c'est souvent des commandes qui venaient directement de ministres du gouvernement de l'Union nationale et parfois même de Duplessis lui-même. Donc, il pouvait occasionnellement contacter Maurice Proulx par téléphone pour lui demander de réaliser certains films. Par exemple, il l'a fait dans les années 50 pour un film sur la culture du tabac dans la région de Joliette. Donc, il va le contacter, puis il va dire écoutez, l'abbé Proulx, est-ce que ça vous intéresse? J'ai vu qu'il y a des cultures de tabac qui se font dans nos régions au Québec. Est-ce que ça vous tente de réaliser ça? Puis, l'abbé Proulx sautait toujours sur l'occasion, encore une fois, là, de plaire au gouvernement. Donc, c'est un homme, l'abbé Proulx, qui était très opportuniste, mais disons qu'il n'était pas nécessairement à la solde comme tel du gouvernement. Je pense que ses intérêts de cinéaste et de prêtre et de fils d'habitants cadraient très bien avec le programme de l'Union nationale. Donc, c'était vraiment un mariage de circonstances qui a très bien fonctionné pendant une quinzaine d'années. Et en terminant, malheureusement, parce que c'est tout le temps que nous avons, pouvez-vous nous dire quel héritage l'abbé Proulx laisse-t-il dans l'environnement cinématographique actuel et pourquoi, selon vous, est-ce important de faire mémoire de sa vie et de son œuvre? Je dirais, c'est certain, les premiers films, ces premiers documentaires sont très importants. Comme je le disais, c'est des documents ethnographiques qui sont majeurs dans l'histoire cinématographique québécoise. Ça aura incité aussi et influencé quelques-uns des premiers cinéastes là, véritablement qui vont faire du documentaire et de la fiction au Québec dans les années 60, 50 et 60. Il y a des images, par exemple, des films de l'abbé Proulx qui ont été repris par différents cinéastes, Michel Brûlé notamment dans une série qu'il a réalisée dans les années 50. Il y a ça, mais il y a aussi, je dirais, le caractère et les compétences, je veux dire une expression un peu populaire, mais de patenteux. Hein. On se définit souvent au Québec comme des patenteux. Donc, on s'arrange un petit peu avec l'expérience qu'on développe sur le terrain. Mais l'abbé Proulx est vraiment un digne héritier de ça parce qu'il y aura, pour l'époque, découvert comment faire du film à une époque où personne n'en faisait ou à peu près personne. Donc, il y a cette curiosité pour le 7e art qui est importante. Et quelques-uns de ces films, comme je le disais, qui ont commémoré des pratiques agricoles et en agriculture qui sont aujourd'hui oubliées, disparues, au moins on les a en images maintenant. Puis ça a été, toute son œuvre en fait a été rachetée par le gouvernement du Québec dans les années 70. Là, donc ça appartient maintenant au gouvernement. Puis on est en mesure d'en visionner quelques-uns d'ailleurs des films. Puis je peux inviter les auditeurs, les téléspectateurs plutôt à en visionner. Vous pouvez aller sur le site de Bibliothèque Archives nationales du Québec. Donc, ils ont numérisé quelques-uns de ces films, ça vaut la peine. C'est des petits films, hein. Souvent, c'est des films d'à peu près une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, mais ça nous replonge véritablement dans l'époque, pas seulement de la colonisation, mais du monde agricole et rural de l'époque. C'est d'une richesse incroyable pour le Québec. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'invite également nos téléspectateurs à écouter le balado Parésia que nous avons réalisé ensemble sur cette belle figure de notre histoire disponible sur les plateformes balado Apple Podcasts et Spotify. Marc-André Robert, je rappelle que vous êtes historien, professeur en documentation au Collège de Maisonneuve, ici même à Montréal, et auteur de ce livre que nous avons pu parcourir ensemble brièvement dans la caméra de l'abbé Proulx, la Société agricole et rurale de Duplessis, publié aux éditions du Septentrion. Alors, Marc-André Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation et au plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne.